Vous écoutez l'affaire Clearstream, 7e partie. Depuis son recrutement par les services de renseignement français en janvier 2003, Imad Laoud rédige des rapports abondants et complexes sur les circuits de l'argent d'Al-Qaïda. Mais pour la DGSE, sa principale mission consiste dans la récupération de documents bancaires au Liban. Des documents concernant l'argent de Ben Laden que Laoud affirmait avoir caché là-bas. Cependant, toutes ces tentatives de récupération ont échoué. À l'été 2003, Antoine, son officier traitant, l'homme qui le débriefe régulièrement pour le compte des services de renseignement extérieur, ne lui fait plus confiance. À ses yeux, Imad Laoud n'est plus crédible et ses motivations sont, pour le moins, floues. Antoine et la DGSE décident de se séparer de leur informateur. On s'est revus pour un café d'adieu avec Antoine, place de la Madeleine, dans un café. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Il m'a dit « Sache que dans n'importe quelle opération de renseignement, le ver est toujours dans le fruit au départ. » Et il m'a donné l'exemple de la révolution russe. Sur les 7 ou 6 qui l'ont démarré, il y en avait 4 qui travaillaient pour le tsar, je crois. Donc il m'a dit, voilà, c'est vraiment dès le début qu'une opération est pourrie. Bon, je pense sans aucun rapport avec ce qui s'est passé plus tard, mais c'était assez marrant. Et moi, je lui avais dit, écoute, quand tu ne comprends pas un contexte, regarde toujours les circuits financiers et les flux financiers, et là, ça t'aide à comprendre. Si les liens de Laoud avec la DGSE sont consommés, le 30 juin 2003, quelque chose va se produire. Un événement qui, aux yeux de Jean-Louis Gergorin et du général Rondeau, aurait dû décrédibiliser l'ancien trader définitivement. Cet événement, c'est en fait une fuite. C'est un article qui sort dans l'hebdomadaire Marianne. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Et où il révèle la DGSE utilise un trader pour pénétrer les secrets de Ben Laden, et avec des détails très précis. Et en fait, il s'avère que, Philippe Rondeau me dira, parce que il va tout de suite évidemment me faire venir, que c'est la reproduction à l'identique dans Marianne d'une note datant de quelques mois d'Imad Laoud à la DGSE sur le système financier de Ben Laden. Donc Philippe Rondeau est foudrage. Je suis totalement également furieux. On se sent, Philippe Rondeau et moi, trahis. Donc nous avons décidé de le voir séparément l'un et l'autre, et ensuite de confronter nos impressions. Et c'est là qu'il va se produire quelque chose d'absolument stupéfiant. Quand j'y pense rétrospectivement, c'est qu'indépendamment de l'un de l'autre, dans 2 très longs entretiens, Imad Laoud va nous convaincre qu'en fait, il n'est pas l'auteur des fuites. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il va nous convaincre séparément l'un et l'autre. Or, il a franchi ce double obstacle tellement brillamment qu'ensuite s'est posé la question de son statut. Qu'est-ce qui doit trancher dans ces cas-là ? C'est Rondeau. Rondeau qui décide, je garde ou je ne garde pas. Et il me garde. La fuite du rapport Ben Laden dans la presse confirme tout ce que pensait l'agent Antoine depuis des mois. Mais Imad Laoud va cependant réussir un exceptionnel tour de passe-passe qui va lui valoir une promotion. Le 9 juillet 2003, le général Rondeau adresse une note à sa ministre de tutelle Michèle Alliot-Marie pour reprendre en direct le traitement d'Imad Laoud. Après m'être entretenu de l'opération avec votre directeur de cabinet, le 4 juillet, je vous propose de continuer à traiter directement Imad Laoud, en lui demandant uniquement de me fournir toute information sensible sur certains réseaux financiers transnationaux opaques dans le cadre de la lutte antiterroriste. En complément de la note de Rondeau, Philippe Marland, le directeur de cabinet de la ministre de la Défense, précise. Le directeur de la DGSE certifie que son service est totalement étranger à l'article de Marianne et pense que la fuite est le fait de l'auteur de la note lui-même. C'est invérifiable. Michèle Alliot-Marie valide la reprise du traitement d'Imad Laoud en direct par le général Rondeau.
et Madame Alliot-Marie met OK à toutes les recommandations de la note. Jean-Louis Jacorin. Et cette note, je l'ai vue avec le OK, ou le oui, je ne me souviens plus, je crois que c'est OK, de Madame Alliot-Marie. Donc je ne peux pas ne pas penser, en quelque sorte, je suis obligé de penser que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans son domaine pour qu'il ait une telle reconnaissance. Et donc la crédibilité qui rejaillit sur lui va rejaillir sur sa crédibilité dans les informations qu'il me donne. C'est complètement dingue ce qui se passe. Vanessa Ratignier, journaliste. C'est-à-dire que jamais une source n'est traitée en direct par un homme de cette importance-là. Jamais. La DGSE avait appliqué les règles puisque c'était seulement un agent et que lequel agent devait passer sûrement par son supérieur. Pierre Péan, journaliste. Son supérieur devait encore passer pour arriver au directeur. Il y avait sûrement plein d'étages et donc ça respectait totalement les règles. Le fait que ça passe à une seule personne, c'est une rupture totale de tous les grands principes qui ont cours dans les services secrets. Laoud vient donc de sauver sa peau auprès de Gergorin et du général Rondeau. Il doit maintenant satisfaire leurs attentes. Et Laoud, qui a toujours un coup d'avance, a une idée en tête. Une idée qu'il a dû envisager dès sa première rencontre avec Denis Robert, lorsqu'il récupère les listings de la chambre de compensation Clearstream. Rappelez-vous, c'était 5 mois plus tôt. Il nous fallait l'annuaire des comptes chez Clearstream. Et Denis Robert l'avait. D'où l'opération Denis Robert. À un moment donné, il a une question, il me dit « Est-ce que tu as retrouvé un nom qui est Gomez dans tes listings ?» Et je dis « Je sais rien. » On fait défiler le listing et il retrouve un compte avec le nom de Gomez. Denis Robert, journaliste et écrivain. Il me dit « Le patron de Thomson. » Et le patron de Thomson a des comptes chez Clearstream. J'ai dû lui dire « Écoute, il y a un Gomez, c'est effectivement troublant, mais c'est pas Alain Gomez. Il n'y a pas écrit Alain, il y a écrit Hugo Caceres Gomez. » Cette idée de Laoud devient encore plus pertinente 15 jours après cette rencontre avec Denis Robert, quand la mort brutale de Jean-Luc Lagardère surprend tout le monde, quand Gergorin commence à imaginer que son mentor, le grand patron de l'armement français, a été assassiné. Et mon inquiétude ne m'avait pas quitté. Mon inquiétude, c'était quand même qui est responsable, si responsabilité il y a de la mort de Jean-Luc Lagardère, et 2, est-ce qu'il y a un danger pour le groupe ? J'avais demandé, fin avril, à Imad Laoud de vérifier s'il y avait des anomalies dans les mouvements de titre Lagardère, et que de fil en aiguille, très progressivement, il m'avait annoncé avoir pénétré Clearstream. Et à l'été 2003, Imad Laoud commence à construire son incroyable piège. Au centre du piège, les listings de comptes de Clearstream et le nom de l'ennemi historique du groupe Lagardère, propre à nourrir toutes les paranoïas de Jean-Louis Gergorin. Il m'explique en détail le système Clearstream. Enfin, il a toute une logorée dont je sais maintenant qu'elle correspond en partie, mais en partie seulement, à des choses réelles, soit qu'il connaissait parce qu'il a été un utilisateur du système Clearstream en tant que trader, soit à des vulgarisations ou au contraire développement des thèses de Denis Robert, soit carrément à des choses purement inventées ou mal interprétées par lui. Et donc il aboutit à une espèce de compendium complexe sur le système Clearstream. Et au cœur de ce système, il dit qu'il y a un homme, c'est Alain Gomez. Il faut visualiser la scène. Vous avez un écran, un fichier Excel ouvert sur l'écran, et puis on descend comme ça. Il y a 33 000 noms. 33 000 noms. Et donc quand il descendait comme ça, on tombe sur Hugo Caceres Gomez. Là, alors je ne vais pas mimer la scène parce que c'est... Mais bon, vous savez, les personnes qui le connaissent très très bien peuvent vous dire, il se braque comme ça, vous voyez, il se braque comme ça, et puis il commence à avoir des mouvements saccadés et extrêmement irréguliers. Et donc je vois ça, je me dis, mais oui, c'est vrai, vous savez, c'est comme dans Sherlock Holmes, mais oui, c'est évident. Et il fait le tour du bureau, il tourne autour d'une chaise, et on ne peut pas l'arrêter, il faut vraiment le calmer. Quand on a une obsession, quand on a une idée fixe, on a parlé, je crois que c'est un de mes conseils, à parler d'effet tunnel. On est dans un tunnel, on a l'impression que tout s'emboîte dans le même sens. Donc je suis complètement dans cet univers. C'est une incroyable entreprise c'est une entreprise. Pour vous capter, vous êtes complètement ferré là. Et tout ce site est prodigieusement cohérent. Et cette cohérence
constante a été un facteur très important de crédibilité. Le 1er octobre 2003, Gergorin alerte Rondeau et lui remet des premiers documents. Des documents fournis par Laoud. Mais le premier faux listing Clearstream, c'est Laoud qui l'apporte au général, le 6 novembre 2003. Un document que Laoud a toujours démenti avoir falsifié. Un mélange de comptes réels et de noms ajoutés. Dans ce document, des politiques, des industriels de l'armement, des gens des services secrets, des oligarques russes, des mafieux, des hommes d'affaires. Parmi eux, Jean-Pierre Chevènement, Dominique Strauss-Kahn, Georges Kijman, Alain Minck, Alain Madelin, Dominique Baudis, Jean-Charles Marchiani. Des hommes de gauche comme de droite, dont l'évocation doit interpeller Gergorin et le ramener à la fin des années 80, lorsqu'au sommet des partis politiques français, la question des financements occultes était centrale. François Mitterrand a été réélu président en mai 88. Quelques mois plus tard, éclate une série de scandales. L'affaire du carrefour du développement prouve que les anciennes colonies africaines servent de pompe à finances pour le Parti socialiste. L'affaire Urbagraco révèle que grâce aux lois de décentralisation, l'implantation des hypermarchés donne lieu au versement de pots de vin à des élus locaux, collectés nationalement par le PS. Et tous les grands partis fonctionnent ainsi et sont éclaboussés par les affaires. Pour faire cesser les scandales, plusieurs lois sur le financement des partis sont votées, qui rendent très compliqués les systèmes de corruption façon années 80. Certains argentiers d'écuries présidentielles cherchent alors un autre moyen, plus sécurisé, plus moderne, plus efficace. Et cet autre moyen, c'est un contrat de vente d'armes avec Taïwan qui va permettre de l'élaborer. Taïwan, une île de 23 millions d'habitants. Pendant la guerre froide, elle a servi avec la Corée du Sud et le Japon d'avant-poste aux troupes américaines, face aux deux géants communistes, la Chine et l'URSS. Mais la guerre froide touche à sa fin. Pékin jure que tôt ou tard, l'île sera rattachée au continent. Une menace réelle pour les Taïwanais. À la fin des années 80, Taïwan possède alors la plus grosse réserve de devises au monde. 200 milliards de dollars. Il leur faut bâtir leur propre force. Premier gros coup, des négociations avec la Corée du Sud pour la vente de frégates de combat, des navires capables de protéger l'île d'une invasion maritime. Pour les industriels de l'armement français, troisième exportateur d'armes au monde, c'est le signe que Taïwan n'est plus un marché réservé aux Américains. Une évidence s'impose, il faut, de toute urgence, doubler la Corée. En 1989, la France invite le ministre de la Défense, le maréchal Hao Pei-chun, à venir faire le tour des arsenaux. C'est le début d'un immense scandale, qui, vu de France, ne fut qu'un parmi tant d'autres, mais qui, vu de Taïwan, est devenu l'affaire du siècle. Sur place, l'ancien vice-ministre de la Défense, M. Kang, a participé à la commission d'enquête chargée d'établir la vérité sur toute l'affaire. Après avoir fini l'enquête, je n'ai jamais parlé à personne. On m'a dit que vous vouliez que je témoigne, je voulais refuser. Puis en réfléchissant, je me suis dit que c'était le moment que je parle. Cela fait 10 ans maintenant. C'est la première fois que j'évoque cette enquête. Alors voilà, étrangement, le Premier ministre, Hao Pei-chun, s'est rendu en France le 8 mai 1989. Donc, ce 8 mai 89, il envoie de Paris un télégramme à Taïwan. Personne ne savait le but de ce voyage, mais à ce moment-là, ici, à Taïwan, les négociations pour l'achat des frégates à la Corée étaient terminées et le budget validé.
Pourquoi le ministre est-il allé en France? Pourquoi a-t-il envoyé un télégramme en disant « Stop, on arrête avec la Corée ». Vous ne trouvez pas ça étrange? Comment la marine va-t-elle faire avec la Corée? Tout était en cours. Comment va-t-elle faire? Et les Français qui veulent nous vendre leurs frégates? Elles n'existent même pas encore. C'est une modélisation, des plans, c'est tout. Elle n'existe même pas encore, cette frégate furtive. Effectivement, ce que voit le maréchal Hao Pei-chun en France n'existe qu'à l'état de maquette. Mais quelle maquette? Les premières frégates furtives au monde. Les frégates Lafayette, 125 mètres, 3600 tonnes, ne sont censées laisser qu'un signal de bateau de pêche sur les meilleurs radars. Paris Chang, membre du Conseil national de défense à Taïwan, participera également aux enquêtes. Hao Pei-chun était Premier ministre et il a longtemps été ministre de la Défense. Alors, avec un groupe de gens autour de lui, des gens avec lesquels il travaillait, ils ont essayé de toucher des commissions, de l'argent en provenance des entreprises et des industriels et de ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Tout ça est parfaitement légal. Pierre Péan, journaliste. Et part du principe que aucun grand contrat ne peut se signer si on n'a pas corrompu l'acheteur. C'est aussi simple comme ça que ça. Et donc, toutes les grandes entreprises, corrompent les pays acheteurs, corrompent l'establishment des pays acheteurs. C'est-à-dire qu'on est obligé de payer le pays acheteur pour qu'il nous achète, lui, des armes derrière. Vanessa Ratignier, journaliste. Absolument. Je ne connais pas de contrat d'armement où il n'y ait pas eu des commissions. Donc, il n'y ait pas eu de la corruption dans le pays acheteur. J'en connais pas. Mais le massacre de la place Tiananmen, le 3 juin 1989, va tout changer. Le monde, bouleversé, assiste à la mise à mort du mouvement démocratique chinois après des semaines de révolution pacifique. François Mitterrand, en pleine célébration du bicentenaire de la Révolution française, décide de représailles diplomatiques et gèle les relations avec Pékin. En tête du défilé du 14 juillet, 1 millier de jeunes Chinois viennent rappeler que la France est la patrie des droits de l'homme. Le contrat avec Taïwan prend alors un tout autre relief. Pékin, humilié, fait comprendre à la France que la vente des frégates s'apparente à une quasi-déclaration de guerre. Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, décide de calmer le jeu et oppose son veto à la vente des frégates. Pour la DCN, la direction des constructions navales, c'est un revers commercial. Mais pour Thomson, qui pilote l'opération, c'est un échec stratégique majeur. Alain Gomez décide de tenter le tout pour le tout afin de renverser la tendance. Une incroyable opération se met alors en place, qui consiste à verser des commissions, c'est-à-dire à corrompre partout où il le faut pour relancer le contrat. Et à l'époque, les commissions sont légales. 3 grandes cibles sont à atteindre. Taïwan, d'abord, qui ne doit surtout pas reprendre les négociations avec la Corée. Il faut inonder de dollars pour rendre le pouvoir patient. La Chine, ensuite. Il faut obtenir que Pékin ferme les yeux et lui garantir que les frégates ne seront pas une menace. La France, enfin, où le Quai d'Orsay doit coûte que coûte revenir sur son veto. L'existence de 3 réseaux dans l'affaire des frégates de Taïwan montre clairement que ce n'est pas des opérations simples. C'est-à-dire que savoir qu'il faut corrompre est une chose, savoir comment corrompre en est une autre, et ça, ce sont des... Il faut effectivement, c'est très casse-gueule, faut faire extraordinairement attention, et il y a beaucoup de contrats dans tous les pays qui ont été cassés parce que la corruption a été une corruption qui était mal faite. Donc pas de grand contrat d'armement sans corruption.
et pas de corruption sans intermédiaire. On peut le dire. Oui. Il y a dans chaque grande entreprise qui vend à l'étranger, notamment dans l'armement, des spécialistes, des gens qui savent où on doit corrompre, combien, comment et combien de l'un par rapport à l'autre, si on va avoir une chance d'obtenir le contrat. Dans leur enquête sur le contrat des frégates, les Taïwanais découvrent l'impressionnant réseau d'Alain Gomez. Pour la Chine populaire, le groupe Thomson dispose d'un agent, Madame Lily Liu. Cette Chinoise d'une 50aine d'années a ses entrées dans la cité interdite. Elle prétend convaincre le Premier ministre de l'époque, Li Peng, et le président de la République, le général Yan Chang-kun. Thomson verse à Lily Liu l'équivalent de 12 millions d'euros. Il résulte de l'enquête taïwanaise qu'en plus de l'argent distribué aux dirigeants communistes chinois, Thomson aurait promis les codes secrets permettant d'identifier sur leur radar les frégates furtives. En bonus, les Français apportent aux dirigeants chinois la garantie que les frégates ne seront que des coques vides. Aucun armement ne sera livré. Pour le réseau de Taïwan, Thomson peut compter sur un intermédiaire de haut vol, très introduit dans les cercles du parti au pouvoir, Monsieur Wang. Le fameux Wang Changpu. L'homme qui va bientôt se retrouver au centre du scandale. Thomson le dote d'une valise faramineuse à distribuer sur place. Plus de 500 millions de dollars. Avec cet argent, il a de quoi faire patienter les militaires 2 années de plus et les convaincre de fermer les yeux sur l'absence d'armement. Monsieur Wang est très efficace. Sa mission sera un succès. Reste la France. Le Quai d'Orsay doit autoriser le contrat. Mais les réseaux habituels de Thomson sont incapables de débloquer cette situation. La direction du groupe se tourne alors vers l'entreprise française chargée par le général de Gaulle au début des années 60 de veiller aux intérêts stratégiques de la France à l'étranger, le pétrolier Elf. Un des pans importants de la nouvelle politique française, c'est de ne plus être dépendant de l'essence, de l'énergie produite par les compagnies anglo-saxonnes. Pierre Péon, journaliste. Et donc d'essayer d'avoir une compagnie spécifiquement française. C'est un des points essentiels du retour à l'indépendance française. L'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique. Et donc, il faut revoir toute la géopolitique, c'est-à-dire que la France va perdre l'Algérie. L'essentiel du pétrole français était dans le Sahara. Le Sahara, c'est fini. Et donc, il va falloir trouver d'autres sources pétrolières, et donc ça va être l'Afrique. L'Afrique nouvellement indépendante, s'installe un système qu'on va appeler le système néocolonial, et ça consiste à arranger les choses, c'est-à-dire faire en sorte que les pays, surtout les pays pétroliers d'Afrique, ne posent pas trop de problèmes. Et elle va être aussi le bras armé de la politique africaine de la France. Et donc ça va être complètement essentiel. Mais aussi, comme il travaille à l'abri du secret d'État, ça va être aussi, une des autres fonctions, c'est de mettre de l'huile dans les rouages de la politique française aussi. Et tout ça à l'abri des regards, puisqu'on est à l'époque au cœur de l'État et donc protégé par le secret d'État. À la fin des années 80, 2 hommes dirigent les réseaux de corruption au sein du groupe Elf, André Tarallo et Alfred Sirven. Lequel Alfred Sirven détient un atout majeur, un agent d'influence très proche de Roland Dumas, le ministre qui bloque la signature du contrat. Cet agent, c'est Christine de Viéjoncourt. Je suis rentrée chez Elf en 89 et en 90, début 90, fin 89, je fais un voyage à Genève avec Alfred Sirven. Et dans l'avion d'Elf, il y a un monsieur qui se trouve là. Et dans la journée, en l'absence d'Alfred, cet homme me glisse sa carte de visite et me dit « Voilà,
Vous savez, moi je suis Thomson et on a un gros problème, et il m'explique le marché des frégates à Taïwan. Il me dit que Roland Dumas bloque. Moi j'écoute ça, je ne comprends pas bien. Je prends sa carte de visite et voilà. Alfred revient et on change de conversation. Cet homme que j'ai rencontré à Genève, 3 jours après m'appelle et me dit « je voudrais qu'on déjeune ». Moi je l'avais vu tellement bien avec Alfred et tellement en bonne compagnie avec lui, je voyais qu'ils s'entendaient, bon j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous à la Porte-Maillot et là il m'a fait monter dans sa voiture et je ne comprenais pas où on allait, je lui ai dit « on ne déjeune pas là », il m'a dit non. Et je me suis retrouvée au restaurant du président, Gomez, au dernier étage de la tour Thomson à la Défense. Devant, je ne sais pas, il y avait 8 messieurs qui étaient là, sauf Gomez. Je dis rien, je ne comprends pas bien ce qui m'arrive. Et pendant tout le déjeuner, il ne parle que des frégates à Taïwan. Je me souviens plus bien, mais je comprends qu'ils ont vraiment un problème. Et là, ils insistent sur le fait que c'est un énorme marché pour la France, que les chantiers navals de l'Orient sont en train de mettre la clé sous la porte, qu'il y a du chômage partout. Et puis j'écoute et je dis rien. Comment réagit Alfred Sirvin ? Alors il réagit très mal, il est furieux que ces gens m'aient fait venir. Il dit « mais tu travailles pour Elf, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne réponds plus à ces gens, je m'en occupe ». Au bout de 8-10 jours, il revient et il me dit voilà... Donc Sirvin revient et il me dit voilà, on a décidé de collaborer. Elf va aider Thomson. On a signé un contrat de collaboration et le réseau Elf va participer, va aider Thomson à réaliser ce marché. Tout le travail était d'essayer de convaincre Roland Dumas qu'il fallait faire vite parce que Taïwan, qui en avait assez d'attendre ses frégates, menaçait de passer à la concurrence. Donc moi, j'étais sans arrêt au ministère des Affaires étrangères à faire le forcing pour essayer de lui expliquer qu'il fallait absolument calmer Pékin pour signer ce contrat des frégates avec Taïwan. Et ensuite, il y a eu ce voyage à Pékin, j'ai accompagné. Et il y a eu des négociations à l'époque, j'ai compris que ça se calmait, on donnait des contreparties à Pékin. Et on ne parlait pas de la place Tiananmen. À l'été 91, la machine à corrompre triomphe. Les contrats sont à la signature. Le montant des commissions est exorbitant et validé par le ministre du budget de l'époque, Michel Charasse. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production. Adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.